Les États-Unis viennent de franchir un seuil critique dans leur confrontation avec le Venezuela. Désormais, la pression ne vise plus uniquement le pouvoir en place à Caracas, mais s'étend directement au pétrole en circulation sur les océans. L'événement survenu le 20 décembre dernier semble tout droit sorti d'un thriller hollywoodien, à la différence près que ses répercussions sont parfaitement tangibles. Ce jour-là, un supertanker progresse tranquillement dans les eaux internationales de la mer des Caraïbes. Dans ses cales repose une cargaison colossale, près de 1,8 million de barils de pétrole brut. Sa route est au clair, il doit rallier un vaste complexe pétrochimique situé à Guangdong, en Chine. Rien ne laisse présager le bouleversement à venir, jusqu'au moment où la situation dégénère soudainement. Des hélicoptères militaires américains surgissent alors dans le ciel et rasent le pont du navire à très basse altitude. En quelques instants, des unités spéciales lourdement armées sont téléportées à bord. Elles prennent le contrôle total du bâtiment sans résistance possible. L'équipage, totalement dépassé, reçoit l'ordre immédiat de modifier sa trajectoire. Nouvelle destination imposée, les États-Unis. Cette opération coercitive est menée sans l'aval des Nations Unies, sans décision judiciaire internationale connue et sans justification officielle sur le moment. Le navire est purement et simplement dérouté. En l'espace de quelques heures, près de 1,8 million de barils, représentant une valeur dépassant les 100 millions de dollars, disparaissent des circuits habituels du commerce mondial. Dans les médias internationaux, les réactions sont virulentes. Certains observateurs parlent ouvertement de piraterie contemporaine, une piraterie d'un type inédit, orchestrée par la première puissance mondiale, soutenue par ses porte-avions et sa supériorité militaire écrasante. Une interrogation majeure s'impose alors. Pourquoi Washington a-t-il pris le risque considérable de confisquer une cargaison destinée à la Chine? Et surtout, jusqu'où Pékin est-il prêt à aller pour répondre à cet affront? Pour mesurer l'ampleur de l'enjeu, il faut examiner les données brutes. D'après l'Agence internationale de l'énergie, le Venezuela repose sur plus de 300 milliards de barils de réserves prouvées. Il s'agit officiellement de la plus grande réserve pétrolière mondiale, devant celle de l'Arabie Saoudite, de la Russie et des États-Unis réunis. Pourtant, cette richesse apparente cache une réalité bien plus complexe. La majorité de ce gisement se trouve enfoui dans la ceinture de l'Orénoque, et il ne s'agit pas d'un pétrole léger et facile à extraire, mais d'un brut extrêmement lourd, dense et chargé d'impuretés, comparable à une mélasse épaisse. Son exploitation nécessite des technologies avancées et des investissements colossaux. Seul le Venezuela n'en avait pas les moyens. C'est pour cette raison qu'au début des années 1990, le pays lance une vaste politique d'ouverture pétrolière. L'objectif est au clair, attirer les groupes capables de maîtriser cette géologie hostile. À cette époque, les États-Unis apparaissent comme le partenaire idéal. Ils disposent du savoir-faire technologique, des capitaux et d'une puissance industrielle sans équivalent. Les majors américaines s'implantent alors massivement. Des zones comme Zuata, Sincor ou Hamaca deviennent des chantiers gigantesques, reposant sur des gisements estimés à plus de 100 milliards de barils. Une période prospère s'ouvre, la production s'accélère, les revenus affluent, et l'alliance entre Caracas et Washington semble solide et durable. Mais cet équilibre repose sur des bases fragiles. La rupture devient inévitable et survient en 1989 avec l'arrivée au pouvoir d'un nouvel acteur, Hugo Chavez. Dès son entrée en fonction, le discours change radicalement. Pour lui, le pétrole appartient à la nation, non aux investisseurs étrangers. Il impose une règle stricte et non négociable. La compagnie nationale PDVSA doit désormais détenir la majorité dans chaque projet. Pour les géants américains, le signal est clair. La partie est terminée. Des groupes comme ExxonMobil et ConocoPhillips voient leurs actifs nationalisés. Ils quittent le pays en claquant la porte et engagent des procédures devant les tribunaux internationaux. Seul Chevron choisit une approche pragmatique et accepte de rester sous ces nouvelles conditions. Mais dans l'ensemble, l'ère de coopération s'achève. L'âge d'or appartient désormais au passé, laissant place à un affrontement ouvert. La réaction de Washington ne tarde pas. Mais elle ne se manifeste pas immédiatement par un choc frontal. Elle se construit par étapes, de manière progressive, avant de devenir implacable. À partir de 2017, les premières sanctions visent principalement la dette souveraine du Venezuela. L'objectif est clair, assécher lentement les sources de financement du pays et restreindre sa capacité à emprunter sur les marchés internationaux. Mais c'est en 2019 que les États-Unis sortent l'artillerie lourde. Une mesure radicale est imposée.
Toute transaction en dollars impliquant la compagnie pétrolière nationale PDVSA devient strictement interdite. Le signal envoyé au reste du monde est sans ambiguïté. Toute entité qui achète du pétrole vénézuélien s'expose désormais à des représailles économiques américaines. Les effets sont immédiats et dévastateurs. Il ne s'agit pas d'un simple ralentissement, mais d'une véritable démolition méthodique de l'économie vénézuélienne. En 2005, le pays produisait plus de 3 millions de barils par jour. 15 ans plus tard, en juin 2020, cette production s'effondre à environ 350 000 barils quotidiens. Dans le même temps, Washington gèle près de 7 milliards de dollars d'actifs appartenant à l'État vénézuélien. Les conséquences financières sont vertigineuses. En 2013, les revenus pétroliers du pays atteignaient encore 73 milliards de dollars. En 2020, ils chutent sous la barre des 5 milliards. En l'espace de quelques années, la nation disposant des plus importantes réserves pétrolières au monde est mise à genoux, incapable de maintenir son principal moteur économique. Cependant, derrière cette punition économique se cache une inquiétude bien plus stratégique. Si la politique américaine s'est durcie à ce point, ce n'est pas uniquement pour faire plier le régime de Caracas. La véritable crainte de Washington concerne les nouveaux soutiens du Venezuela. Deux acteurs majeurs apparaissent désormais en arrière-plan, la Chine et la Russie. Après le retrait forcé des capitaux occidentaux, le secteur pétrolier vénézuélien se retrouve au bord de l'asphyxie. Les finances sont exsangues, les technologies d'extraction font défaut, et les infrastructures industrielles tombent en ruine. Dans ce contexte de quasi-faillite, Pékin décide d'intervenir. La Chine met alors en place un mécanisme de coopération bien rodé, des prêts massifs, remboursés directement en pétrole. Au total, plus de 50 milliards de dollars sont injectés dans l'économie vénézuélienne. Ces fonds jouent un rôle vital, permettant de maintenir les projets existants et d'éviter un arrêt total de la production. Cette collaboration se concentre sur le cœur du dispositif pétrolier, la ceinture de l'Orénoque. Les entreprises chinoises ne se contentent pas d'apporter des financements. Elles participent activement aux opérations de forage et à la construction des installations nécessaires au traitement du brut extra-lourd. Grâce à cet apport technologique, la production parvient à se stabiliser. Le résultat est sans appel. Le Venezuela expédie désormais environ 25 millions de tonnes de pétrole par an vers la Chine, ce qui représente près de 85% de ses exportations totales. Pékin est devenu le client indispensable, remplaçant de fait les États-Unis dans le rôle d'acheteur principal. De son côté, la Russie adopte une stratégie différente, davantage axée sur le levier militaire. Depuis plus d'une décennie, Moscou fournit à Caracas un arsenal conséquent. Des avions de chasse Su-30 Mk2V au système de défense aérienne S-300VM, le soutien russe renforce significativement les capacités défensives du pays. À cela s'ajoute la présence de conseillers militaires chargés de la formation et de l'assistance logistique sur le terrain. Pour Washington, cette combinaison est explosive. Le Venezuela se situe à moins de 2000 km des côtes américaines. Voir ce pays basculer dans l'orbite de deux rivaux stratégiques majeurs, en plein cœur de la mer des Caraïbes, est perçu comme une provocation inacceptable. La géographie joue ici un rôle déterminant. La zone Caraïbe a toujours été considérée par les États-Unis comme une sphère d'influence exclusive, un territoire stratégique assimilé à leur arrière-cour. Le rapprochement de Caracas avec Pékin et Moscou à une telle proximité est jugé intolérable. La réponse américaine se fait d'abord militaire et ostensible. Dès l'été suivant, la pression monte d'un cran. L'US Navy déploie des groupes aéronavals complets dans la région. Des bombardiers stratégiques B-52 effectuent coup des vols à proximité de l'espace aérien vénézuélien, officiellement présenté comme des missions de routine. Mais le message est limpide. Il s'agit d'une démonstration de force, pas de simple surveillance. Dans ce climat de tension croissante, Washington franchit une étape supplémentaire. L'action américaine ne se limite plus aux démonstrations symboliques de puissance. Elle devient concrète, directe et assumée. Les États-Unis passent désormais à l'interception physique des cargaisons en pleine mer. Ce changement de posture transforme un bras de fer diplomatique en affrontement naval ouvert. L'affaire du pétrolier à destination de la Chine n'est pas un incident isolé. Elle constitue l'aboutissement d'une série d'opérations similaires. Quelques jours auparavant, les forces américaines avaient déjà procédé à la saisie d'un autre navire, le Skipper. Ce tanker transportait environ 1,1 million de barils de pétrole à destination de Cuba. La justification avancée par Washington reposait sur le fait que le navire aurait, par le passé, acheminé du pétrole iranien. Pour les autorités américaines, cet élément suffisait à légitimer la confiscation.
La riposte ne tarde pas. Moins de 2 semaines plus tard, dans le golfe Persique, les gardiens de la révolution iranien interceptent à leur tour un pétrolier lié à des intérêts américains, accusé de contrebande. Le message est limpide. À chaque saisie correspondra désormais une contre-saisie. La logique de réciprocité est enclenchée. C'est dans ce contexte explosif qu'intervient l'affaire la plus sensible de toutes, celle du Century. Ce supertanker chargé de 1,8 million de barils de brut est exploité par une société basée à Hong Kong. En apparence, tout est irréprochable. Pavillon panaméen, itinéraire maritime standard, documents en règle. Pourtant, les gardes-côtes américains abordent le navire et saisissent l'intégralité de sa cargaison. La réaction de Donald Trump est immédiate et sans ambiguïté. Il déclare publiquement que les États-Unis comptent y conserver ce pétrole, soit pour l'intégrer à leurs réserves stratégiques, soit pour le revendre. À cet instant précis, la nature du conflit change radicalement. En s'attaquant à une livraison chinoise parfaitement documentée, Washington ne vise plus uniquement le Venezuela. Il remet directement en cause la liberté de navigation et le commerce énergétique chinois. Une telle action ne pouvait rester sans réponse. Pourtant, à Pékin, la réaction n'est ni émotionnelle ni militaire. Elle est froide, méthodique et calculée. Plutôt que de tomber dans le piège d'une confrontation armée directe, la Chine déplace le conflit sur un terrain qu'elle maîtrise mieux que quiconque, la logistique maritime mondiale. Peu après l'incident, les autorités chinoises annoncent une nouvelle série de règles applicables à tous les navires entrant dans leur port. La première mesure est d'ordre financier et vise directement la rentabilité. Désormais, tout navire dont plus de 25% du capital est détenu par des intérêts américains voit ses frais portuaires automatiquement doublés. Cette décision, en apparence technique, a un impact considérable. Les frais portuaires constituent des coûts fixes incontournables pour les armateurs. Les doubler revient à frapper directement le cœur économique de chaque escale. Pour les compagnies liées aux capitaux américains, acheminer des marchandises vers la Chine devient soudainement beaucoup moins attractif. Mais Pékin ne s'arrête pas là. Une seconde contrainte vient renforcer la pression, la transparence forcée. Les navires concernés doivent désormais déclarer l'intégralité de leur structure de propriété au moins 72 heures avant leur arrivée. La règle est simple, tout dévoiler ou rebrousser chemin. Toute omission ou information incomplète entraîne un refus d'accès immédiat aux terminaux chinois. Par ces décrets, la Chine transforme ses ports en instruments de pression stratégique. Elle ne bloque pas frontalement le commerce, ce qui serait assimilé à une déclaration de guerre, mais elle l'alourdit considérablement. Les flux ralentissent, les risques augmentent et les coûts explosent. Il s'agit d'une réponse asymétrique d'une redoutable efficacité où la bureaucratie devient une arme. Mais ces mesures portuaires ne sont qu'un premier avertissement. Pékin conserve en réserve des leviers de rétorsion bien plus puissants dont l'efficacité a déjà été démontrée par le passé. Le premier de ces leviers concerne les terres rares. Ces minerais sont essentiels à l'industrie moderne, qu'il s'agisse de la défense, des énergies renouvelables ou de l'électronique avancée. Lors de précédentes restrictions, l'impact avait été immédiat. L'industrie de défense américaine avait vacillé, entraînant des retards sur des programmes critiques comme les chasseurs F-35 ou certains systèmes de missiles. Dans le secteur civil, les coûts des véhicules électriques et des semi-conducteurs avaient fortement augmenté, provoquant parfois l'arrêt pur et simple de certaines chaînes de production. La Chine sait pertinemment qu'un nouveau durcissement sur ce terrain pourrait provoquer un choc industriel majeur aux États-Unis, mais ce n'est pas la seule carte à sa disposition. Une autre vulnérabilité américaine se situe dans ses campagnes. L'agriculture constitue une cible stratégique de premier ordre. Un signal clair est envoyé en décembre dernier lorsque des acheteurs chinois annulent brutalement une commande de 130 000 tonnes de blé tendre blanc américain pour une valeur estimée à 30 millions de dollars. Cette annulation survient moins de 2 mois après la reprise des achats, rendant le message d'autant plus explicite. Et ce geste n'est probablement qu'un avertissement. L'épée de Damoclès reste le soja. Une réduction massive des importations chinoises frapperait directement le cœur électoral américain, à savoir les agriculteurs du Midwest, ainsi que l'ensemble de la chaîne logistique des grands négociants. C'est un scénario que le secteur redoute par-dessus tout. Ainsi, la confrontation dépasse largement le cadre vénézuélien. Elle s'étend désormais des ports chinois aux mines stratégiques jusqu'aux silos agricoles américains. Chaque action menée par Washington en mer ouvre la voie à une riposte sur un autre front. Au final, l'affaire du pétrolier dans les Caraïbes va bien au-delà d'un simple différend commercial. Elle crée un précédent historique.
Pour la première fois, les États-Unis assument publiquement la saisie d'une cargaison énergétique majeure destinée à la Chine, en dehors de tout cadre juridique international. Pour Washington, l'objectif est double. Il s'agit d'asphyxier économiquement le Venezuela, mais surtout d'adresser un avertissement brutal à Pékin et à Moscou. Le message est clair, toute tentative de contournement de l'ordre financier et énergétique dominé par les États-Unis s'exposera désormais à une réponse physique sur les routes maritimes. Pour la Chine, l'enjeu est vital. C'est la sécurité de ses approvisionnements énergétiques qui est directement menacée. Les premières réponses montrent que Pékin privilégie encore une escalade progressive et économique plutôt qu'un affrontement frontal. Mais il ne faut pas s'y tromper. Le pétrole vénézuélien est devenu le théâtre d'un affrontement systémique. D'un côté, une superpuissance militaire prête à utiliser sa flotte pour imposer sa volonté. De l'autre, une superpuissance économique capable de verrouiller les ports, de restreindre l'accès aux ressources stratégiques et de bouleverser les marchés agricoles mondiaux. Ce face-à-face n'en est qu'à ses débuts. Chaque saisie appelle désormais une contre-attaque. Ce qui se joue aujourd'hui dans les eaux des Caraïbes dessine peut-être le monde de demain. Un monde où les grandes puissances ne règlent plus leurs différends par la diplomatie, mais par le contrôle brutal des ressources, des routes et des flux qui font tourner la planète. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout et pour votre fidélité à la chaîne. Votre soutien est essentiel et c'est grâce à vous que ce type de contenu peut continuer à voir le jour. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Activez également la cloche de notification afin d'être informé dès qu'un nouveau sujet est publié. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos du même genre, avec de nouvelles analyses et des décryptages approfondis. À très vite.